Pour mon atelier aux amphis, j'ai choisi d'inviter David Cormand. Donc c'est secrétaire ou c'est secrétaire national? Secrétaire national, on dit. Secrétaire national, vous dites. Donc secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts. Pourquoi? Parce que je l'ai rencontré juste avant les vacances. On avait bouffé dans un indien autour de la gare du Nord qui a mis mon QG bis. Il m'a donné des devoirs de vacances, il m'a donné à lire Bruno Latour. On a eu une très bonne discussion qui, entre autres, a achoppé sur classe et écologie. On va dire ça comme ça. Donc c'est le débat que je me propose d'ouvrir ici. Je vais dire franchement pourquoi j'invite David Cormand, parce que on a l'université d'été d'Europe Écologie Les Verts qui se déroule à Toulouse. On a l'université d'été de la France Insoumise qui se déroule à Toulouse. Toulouse, qui est la ville de Jaurès, grand unificateur du socialisme français. Il serait dommage que deux pans de la gauche ne se parlent pas, et il faut qu'ils se parlent, et je pense qu'il y a une grande responsabilité, je le dis comme ça, mais je pense qu'il y a une grande responsabilité des militants et des membres actifs des deux organisations, de la France Insoumise et d'Europe Écologie Les Verts, pour qu'on dessine un autre avenir qui sera peut-être pas parfaitement rose, mais qui sera en tout cas meilleur que le chemin qu'on prend si on laisse faire la dégringolade politique. Moi, je ferai une proposition politique tout à l'heure. Alors, David m'a dit que j'ai proposé 20-25 minutes chacun, et ensuite échange avec la salle. David a prévenu qu'il n'utiliserait pas son temps de parole, et moi je ne me promets pas de ne pas piquer le sien. Voilà, je vous remercie. Merci François. Merci à toutes et tous pour votre accueil sympathique, pour l'invitation. J'ai le plaisir d'être aujourd'hui, effectivement, ça s'est décidé un peu à la dernière minute, assez tardivement, le fait d'organiser ce moment. Et puis j'aurai le plaisir de revenir demain avec Mathilde Panot, je ne sais plus dans quelle salle c'est, et j'ai oublié son nom, Djebari, le député LREM, pour parler de la question de l'écologie. Donc j'ai plus de réunions et d'ateliers ici que j'en ai d'été où j'ai fait le discours introductif hier. Mais voilà, ça me permet d'avoir du temps libre pour discuter avec les autres. Oui, ce que François disait sur ce dîner qu'on avait eu, ça faisait un moment que je t'avais demandé qu'on se voit pour discuter, et puis tu étais très pris, moi aussi. Et puis là, on a pu, juste avant l'été ou au début de l'été, discuter. C'est vrai qu'on avait trouvé que ces échanges, il n'y avait pas un intérêt forcément extraordinaire, mais on trouvait que c'était peut-être une bonne idée de le partager avec vous pour, y compris, échanger sur comment vous percevez les choses. Je vais faire un propos introductif le plus bref possible pour essayer d'expliquer comment les écolos, depuis 3 ans et demi, ont analysé le cycle politique dans lequel nous sommes, qui a abouti à là où nous en sommes aujourd'hui. Avant même 2017, c'est ce qui s'est matérialisé par le choix des Verts de quitter le gouvernement Hollande, avec les turpitudes dans notre parti que ça a entraîné. Je pense que vous les avez éventuellement en tête. Notre analyse a été à ce moment-là que, au fond, les deux piliers de la démocratie occidentale, qui étaient, pour faire vite, la social-démocratie, la gauche d'inspiration marxiste, et particulièrement la social-démocratie d'un côté, et l'offre politique de la droite conservatrice libérale, alors des degrés différents, mais ces deux piliers qui structuraient la vie démocratique de l'Occident, et notamment de la France, étaient deux piliers qui étaient en train de s'effondrer. Pourquoi ils s'effondrent? Il y a sans doute plein de raisons. On peut dire oui, c'est les trahisons de la gauche, etc. Mais pour aller plus loin, il faut s'interroger pourquoi cette promesse social-démocrate, pourquoi cette promesse de la gauche, qui était au fond l'affaire du compromis fordiste, pourquoi cette promesse politique a été trahie et pourquoi elle n'est pas, au fond, tenable. L'analyse des écolos, mais je pense qu'elle est partagée aussi avec vous, puisque vous êtes aussi écologiste, c'est qu'au fond, la promesse social-démocrate, c'était quoi? C'était de considérer qu'avec la révolution industrielle, nous étions entrés dans une société d'abondance et que l'enjeu politique, c'était de répartir de façon équitable cette abondance. Les écolos, nous, on pense que, en réalité, cette société d'abondance produite par la révolution industrielle est une illusion.
Pourquoi c'est une illusion? Parce que nous sommes évidemment confrontés aux limites physiques de la planète. Et de notre point de vue, la concession, il faudrait affiner tout ça, mais je parle à gros traits, la concession marxiste au capitalisme était d'accepter la révolution industrielle telle qu'elle s'était faite, d'accepter la croissance, d'accepter le productivisme, et au fond d'accepter le modèle extractiviste, était une concession décisive. Et cette concession décisive, de notre point de vue, a conduit à l'échec de la matrice marxiste à faire obstacle, à construire un autre possible que le capitalisme. De son côté, la droite traditionnelle partage avec la social-démocratie l'acceptation du productivisme, de la croissance, etc., etc. Ils ne sont juste pas d'accord sur la façon de répartir les fruits de cette croissance imaginaire. Et donc le point de vue, la façon dont, en tant qu'écolo, on analyse ce temps politique dont je parlais, c'est que la démonstration a été faite, a été ressentie par les citoyennes et les citoyens, par le peuple, si on veut, que ces deux promesses étaient deux promesses intenables. Dès lors, ce qui a émergé dans ce temps politique qu'on vient de vivre, qui est un temps politique passionnant en réalité, et qui ne fait pas écho, de mon point de vue, à d'autres moments politiques du dernier siècle ou des 150 dernières années. C'est vraiment un moment de rupture de perspective politique, parce que cette prise de conscience conscientisée ou intuitive de ces deux promesses intenables a conduit à la réémergence de l'extrême droite, a conduit à une intuition qui était juste, de mon point de vue, Jean-Luc Mélenchon du PG et ensuite de la France Insoumise, de dire il faut trouver un moyen de transcender ces deux offres politiques qui sont obsolètes, et de ce que j'ai compris, mais ce sera l'objet de nos échanges, le pari du PG, de FI, de Jean-Luc, c'est de dire, pour transcender cela, c'est par la stratégie populiste. Il y a Emmanuel Macron, qui lui aussi a eu cette intuition-là. Et lui, sa façon de transcender cette affaire, ça a été une espèce de... Vous savez, c'est Lampedusa, c'est feindre de tout changer pour que rien ne change. Et donc lui, il a dit, je vais tout changer. C'est et de gauche et de droite, ou ni gauche ou ni droite, et dans un espèce de ventre mou qu'avait l'illusion du changement, c'était en réalité faire perdurer les habitus et les stratégies économiques, etc., qui étaient déjà en cours, mais là où son intuition, d'une certaine façon, était juste, c'est qu'il y avait une attente des citoyennes et des citoyens de changer. Et notre façon, à nous, les écolos, après la période difficile à laquelle je faisais allusion, ça a été, pendant ces élections européennes, d'essayer de porter un autre imaginaire qui transcende, comme je l'ai indiqué, les deux offres majoritaires classiques, vers autre chose qu'est l'imaginaire écolo. Je veux dire un point là-dessus, parce que on a coutume de dire que l'écologie politique est une pensée relativement récente, disons qu'elle a 50 ans, c'est vrai et c'est faux. C'est vrai si on considère la naissance des partis verts en France et ailleurs, c'est vrai si on l'a fait débuter, cette histoire, à Gorse, etc., etc. En réalité, et j'invite, si ça vous intéresse, à lire les bouquins de Serge Audier, c'est Marie Toussaint, qui est députée européenne, Europe Écologie Les Verts, qui est dans la salle, et qui m'a fait découvrir cet auteur. Il a fait beaucoup de livres, mais ces deux derniers sont intéressants. Le premier, c'est La société écologique et ses ennemis, et le plus récent, c'est L'ère productiviste. Qu'est-ce qui est intéressant dans cet ouvrage? C'est que Serge Audier rappelle qu'avant le socialisme marxiste, il y avait eu un autre socialisme, porté par des auteurs comme Fourier, etc., qui avait eu l'intuition, dès le début de la révolution industrielle, que cette révolution industrielle était non seulement génératrice de destruction sociale, de soumission d'un certain nombre de salariés à des cadences infernales pour produire plus, etc., etc., avait eu l'intuition qu'il y avait un lien avec les questions d'inégalité, et notamment d'inégalité femmes-hommes, et donc c'était aussi des porteurs du féminisme d'avant le féminisme, et ils avaient aussi eu l'intuition, et ils avaient développé, que cette révolution industrielle, dans un même mouvement, détruisait l'environnement, détruisait le beau, détruisait la nature. À ce moment-là, le mot écologie politique, au sens politique du terme, il n'existait pas encore. Mais cette intuition est extrêmement forte. Là-dessus, Marx débarque, et face à ce socialisme que le marxisme aura qualifié de romantique, d'utopique, il pose le socialisme scientifique. Et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, il incorpore, il tolère
la question du capitalisme comme phase transitoire, mais ensuite il s'effondrera, encore une fois je fais très vite, de lui-même, ce qui n'est pas faux. Mais comme il n'y avait pas la question de la nature et de l'environnement dans l'analyse de départ, le capitalisme il est en train de s'effondrer. Mais il emporte dans son effondrement la vie sur Terre. Ce n'est pas seulement le système capitalisme qui s'effondre, c'est la capacité globale à vivre sur Terre. Et donc, pour finir là-dessus, pour vous dire, je ne prétends pas que c'est une spécificité d'Europe Écologie Les Verts, mais quand on me pose la question, mais qu'est-ce qui distingue l'écologie politique des autres offres politiques plus traditionnelles? Et je ne mets pas la France Insoumise là-dedans. Ce que je réponds souvent, c'est de dire que la différence fondamentale, c'est que les autres offres politiques sont anthropocentrées. Le point de vue sur le monde, le point de vue sur la société, part du point de vue de l'espèce humaine. La spécificité, je pense, l'ajout de l'écologie politique, c'est de dire que notre vision sur la société et sur le monde doit être écocentrée. Notre responsabilité en tant qu'animaux humains, c'est d'avoir une vision sur l'ensemble du vivant, la conscience de cette responsabilité par rapport à l'ensemble du vivant. Et quand on pose cela, en réalité, ça modifie énormément de perspectives, y compris, et j'y reviens pour conclure, sur la question de la répartition, non pas de l'abondance, parce que cette abondance n'existe pas, elle est illusoire, c'est en ça, encore une fois, que la promesse social-démocrate est une promesse intenable, c'est comment, dans la justice, on est heureux en répartissant la sobriété. Et le passage de la société d'abondance à la société de sobriété, elle modifie énormément de perspectives dans le rapport à la production et le rapport à la consommation, dans la relation au travail, dans la relation de valoriser, comme disait Hugo, des valeurs immatérielles plutôt que les valeurs matérielles. En réalité, ça change tout. Et donc, je pense qu'on est dans un moment où les écolos, en fait, disent ça depuis très longtemps. Mais quand c'était les 30 Glorieuses, quand on pensait que tout cela pouvait durer pour toujours, c'était très difficile de faire entendre cela. Or, je crois aujourd'hui que nous sommes dans un autre moment où, fondamentalement, beaucoup de gens se disent « ça ne peut pas durer comme ça ». Et vraiment, pour conclure, pour moi, il y a deux mouvements sociaux qui ont démontré ça, les marches climat, mais François en parlerait mieux que moi, ou Patrick Farbiaz, je crois, qui est dans la salle également, sur les Gilets jaunes. Pour moi, ces deux mouvements sociaux expriment au fond un même constat. C'est ça ne peut pas durer comme ça. La façon dont les choses s'organisent ne nous donne aucune issue. La jeunesse pour le climat qui dit à quoi ça sert que j'aille à l'école, puisque de toute façon, apprendre quoi? Tout ça va s'effondrer. Et les gilets jaunes qui disent, mais par rapport à notre capacité de subsister, par rapport à avoir accès à notre subsistance, le modèle que vous nous imposez nous donne aucune issue. Et donc, il y a un vrai sujet sur cette prise de conscience-là, et donc c'est en cela que je pense que l'écologie qui a eu tellement de mal à porter ces idées qui sont assez subversives en réalité, peuvent être entendues aujourd'hui. Je vous remercie. Dans mes devoirs de vacances, moi je ne peux pas m'empêcher d'écrire, donc j'ai passé 15 jours à écrire un bouquin. Donc je veux le résumer quand même. Le point de départ, on peut dire, de ce bouquin, c'est la venue de Greta Thunberg et ses amis à l'Assemblée nationale, donc c'était à la fin du mois de juillet. Il y a eu quelques phrases pendant ces échanges qui m'ont marqué. Alors, il y a eu un accueil, des propos relativement consensuels de mes collègues Mathieu Orphelin, Brune Poirson, qui n'est pas ma collègue, mais secrétaire d'État, je peux vous en citer, mais Mathieu Orphelin, la bataille pour le climat, nous la gagnerons tous ensemble. Hugues Rançon, vice-président de l'Assemblée, cette rencontre est le signe que l'affaire environnementale concerne chacun et qu'elle est désormais l'affaire de tous. Brune Poirson, moi je ne crois pas que cela se fasse les uns contre les autres. Et, ceci dit, j'ai trouvé un écho dans les discours des jeunes. Et c'est ça qui m'a marqué, parce que mes collègues parlent sur ce ton consensuel de l'écologie, ça ne me surprend pas. Mais, en revanche, il y a une personne qui s'appelle Alicia, une jeune qui s'appelle Alicia, qui me disait « Il est temps de mettre vos différents politiques et sémantiques de côté. » Où on a vu un jeune qui s'appelle Virgile, et qui
n'a pas osé dire clairement que la jeunesse pour le climat, elle était hostile au CETA qui se votait le même jour. Ça, un peu, à la tribune, on ne savait pas s'ils étaient pour, s'ils étaient contre. Il y a eu un tweet après qui venait clarifier les choses en disant, voilà, nous sommes hostiles au CETA, mais ce n'était pas clairement dit à la tribune. Et ça m'a fait m'interroger, moi, alors j'avais déjà eu des discussions avec des jeunes marcheurs, notamment à Montpellier, j'avais une très longue discussion et très riche, qui montrait une élévation du niveau de conscience écologique dans le pays qui est formidable. Dans une partie de la jeunesse, il ne faut pas dire que c'est dans la jeunesse, c'est dans une fraction de la jeunesse, mais c'est une fraction qui peut porter la suite. Ça me faisait penser à un bouquin de Victor Serge, quand il écrit Les Mémoires d'un révolutionnaire, où il dit, voilà, dans la jeunesse russe qui fait la révolution de 1917, nous sommes le fruit de la génération d'avant, et il y a eu une montée par palier. Et là, en discutant avec ces deux jeunes, notamment à Montpellier, Kim et Esther, j'ai eu un sentiment d'une montée de la conscience écologique qui fait qu'à 16 ans, ils disaient des choses que moi, il a fallu que j'acquière pour les dire à 43 ans. Donc ce n'est pas eux qui étaient formidables, c'est une question de génération. Et d'ailleurs, moi, en rencontrant parfois des vieux intellos ou des intellos blanchis sur harnais, nourris à Marx, des vrais intellos de gauche, je leur demande le climat, et la planète, et l'écologie, et grosso modo, il y a des fois, ils n'ont rien à dire dessus. Ils me disent, bah, c'est à vous de gérer ça, maintenant. Ou alors Marx a déjà tout dit. Enfin, vous voyez, il y a des trucs comme ça, on sent un effet de génération hyper fort. Mais là, je sentais une tension vers le consensus. Or, pour moi, l'écologie est fortement porteuse de conflictualité. Et je pense, je parle de ça parce que je pense que je ne peux pas me rattacher à une écologie qui serait consensuelle. Là où je ne pourrais pas aller vers tendre la main vers d'autres partis, vers d'autres groupes, c'est si on me présente l'écologie sur le plan du consensus. Alors, il y avait sans doute le décorum de l'Assemblée nationale, c'est dans une salle Victor Hugo qui est ressemble plutôt au Parlement européen, qui n'est pas habité par une histoire, mais enfin quand même on est là, on a été accueillis par des membres de la majorité qui vous ont dit, bon, sur les CETA, faites light, grosso modo, ça s'est passé comme ça, j'en ai discuté avec les jeunes ensuite, mais donc il y a un effet décorum. Je pense qu'il y a autre chose, je vais énoncer mes hypothèses, il y a autre chose, je pense qu'il y a une classe, l'écologie est portée par une classe qui a été plutôt, sinon gâtée, du moins pas meurtrie frontalement par la mondialisation, par les politiques gouvernementales auparavant. Et donc ça ne construit pas le même rapport à la conflictualité. On va sentir, je vais vous dire, dans ma discussion à Montpellier avec Kim et Esther, je sentais une confiance, à la fois une espérance et une confiance qui me semble tout à fait mal placée dans le gouvernement actuel. En gros, mais ça fait 6 mois qu'on marche, pourquoi ils ne nous ont pas entendus? Pourquoi ils n'ont pas bouleversé leur politique? Pourquoi ils n'ont pas renoncé à la croissance? Pourquoi ils n'ont pas renoncé à la concurrence? Pourquoi ils n'ont pas renoncé à la mondialisation? Donc une espérance placée dans le pouvoir et dans les 5 minutes qui suivent, le passage potentiel à la violence armée. Et oui, voilà, comme ça, de manière relativement brutale, si ce n'est pas l'un, ça va être l'autre. Donc il y a la possibilité, il y a le décorum, il y a, pour moi, porté par une classe qui a plutôt été gâté ou du moins pas meurtri. Il ne faut pas que je sois... Voilà. La mondialisation heureuse, je ne dis pas qu'on y a cru, mais enfin on l'a accompagnée, en gros. Et je pense qu'il y a autre chose qui est qu'on parle de la nature. Et si on parle de la nature, on parle au fond d'un thème qui est là depuis les bucoliques de Virgile, depuis la Genèse, qui apparaît comme étant ce qu'il y a le plus neutre politiquement. C'est la nature. C'est pas politique. C'est pas social. Or, je pense qu'au contraire, la nature est extrêmement politique et extrêmement sociale. Et lié à ça, il y a l'idée qu'on est tous sur le même bateau. Mais on ne peut pas comprendre que les dirigeants du pays ou de la planète continuent à foncer dans le ravin, puisqu'ils vont, certes, nous entraîner, mais ils vont couler avec nous. Donc, à partir de ce moment-là, il faut bien qu'ils prennent une orientation. Et je pense qu'ils changent d'orientation. Et je pense qu'il y a ça qui joue de manière très forte dans l'écologie du consensus potentiel. Moi, je suis pour une écologie de la conflictualité. C'est-à-dire que, en gros, est-ce que je pense que ça met fin à l'histoire de la lutte des classes? Il y a plein de choses sur lesquelles je ne suis pas marxiste. Je ne suis pas marxiste sur le terrain de la prophétie. Ce qu'il y a de Marx, chez Marx, il y a un côté historien, et pour moi, il y a un côté prophète, et je dissocie les deux, et je ne suis pas marxiste d'un point de vue. Mais en revanche, l'apport de Marx,
qui est l'apport de la lutte de classe, est un apport majeur du XIXe siècle pour le socialisme français. Et donc, européen, mondial, quoi. Et je ne crois pas du tout que l'écologie vienne taire cette lutte de classe. Moi, je crois qu'elle vient l'exacerber. Moi, je crois qu'on n'est plus sur une question de niveau de vie, mais on est sur la question de la vie elle-même. Et de ce point de vue-là, voilà, alors, je peux théoriser ça un tout petit peu. D'abord, c'est une affaire de classe, même au sein de la France, quand on sait que les 10% les plus riches du pays émettent 8 fois plus de gaz à effet de serre que les 10% les plus pauvres. Donc là, il y a un effet de classe. Mais je reprends, moi j'étais très marqué par le bouquin d'Hervé Kempf, Comment les riches détruisent la planète. Et notamment, je n'ai pas lu, j'ai pas lu Thorsten Veblen, et je ne me suis pas mis à le lire ensuite, mais il parle de ce sociologue américain qui est Thorsten Veblen, et qui énonce ce qu'est la rivalité ostentatoire. Kempf se demande donc comment les riches détruisent la planète. Il répond d'abord directement. Moi, j'ai fait un reportage au Monaco Yacht Show, et notamment, il y avait un bateau qui avait reçu le Green Label, tu vois, le label vert, et c'était un immense paquebot avec 3 ponts devant moi, métalliques. Je me demandais pourquoi il avait reçu le label vert, et on m'a expliqué parce que quand on va aux toilettes, ça ne rejette pas dans la mer. Et ça a été conçu sur des plans qui n'étaient pas en papier. Vous voyez ? Mais je demande, mais combien de litres ça consomme ? Ça, on s'y est pas trop intéressé. Bon, un yacht comme ça consomme entre 800 et 1200 litres de l'heure. Et voilà, c'était, du point de vue du truc, c'était de l'écologie. Donc comment il y a une destruction directe, mais il y a une destruction indirecte, d'après Veblen, c'est-à-dire qu'en gros, les super riches, Bernard Arnault, il va avoir son yacht Amadeus à 110 mètres de long, mais derrière, le patron de PME, il lui faudra son yacht à 30 mètres, le chirurgien, il lui faudra son voilier, le retraité, et même dans les classes populaires qui part à la retraite, ou les techniciens contremettent, il va falloir qu'ils fassent une croisière avec Costa, on en arrive jusque moi sur la Somme, le fleuve qui est en face de chez moi, un prolo tatoué, enfin je caractérise comme ça parce que le physique dit quelque chose des gens, on ne peut rien, c'est comme ça, qui est sur un scooter des mers sur la Somme. Et voilà, moi j'entends des rires, mais à la limite, ils me font autant rire ceux pour qui la richesse, c'est l'ostentation dans des navires super gros et super longs, et ça n'a pas davantage de sens. Mais voilà, donc c'est la deuxième manière de détruire la planète, c'est par la construction d'un imaginaire. Moi, je crois qu'aujourd'hui, j'ai eu un échange avec François de Rugy en commission, et je pense que c'est le moment où il a été le moins, alors il y a des concours, hein, mais il a été le moins ministre de l'écologie, c'est-à-dire quand je lui pose la question de la publicité, et qui me répond, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, il y a des panneaux partout, et puis c'est bien, et puis qu'est-ce que vous voulez que les gens ne produisent plus? Je pense que c'est ce moment-là, pour moi, qu'il est le moins ministre de l'écologie. C'est-à-dire le moment où il faut faire changer les imaginaires dans les têtes. Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? Qu'est-ce que ça veut dire réussir? Qu'est-ce que ça veut dire travailler? Le ministre de l'écologie doit être... être écolo, c'est participer à la construction d'un autre imaginaire. Et donc voilà, il y a une distinction dans... direct et indirect. Ensuite, il y a une capacité. Pourquoi, alors, les dirigeants de la planète peuvent nous emmener dans le ravin, et eux avec nous? D'abord parce qu'ils pensent y échapper. Je vais donner une petite anecdote. J'ai une amie commune, je ne vais pas la citer, mais son mari est banquier. Elle va à la City à Londres. Et à la City, qu'est-ce qu'elle apprend? Que les gens, là-bas, ils achètent des résidences en Norvège, parce qu'en Norvège, le réchauffement climatique va arriver plus tard, ou n'arrivera pas, mais en tout cas plus tard qu'ailleurs. Mais j'avais déjà vu ça dans des papiers sur la Silicon Valley, où les gens de la Silicon Valley achètent, mais là c'est des méga-fermes de dizaines de milliers d'hectares en Nouvelle-Zélande pour préparer le réchauffement climatique. Et j'ai lu ça dans un bouquin de Gaël Giraud, il fait une introduction, je ne sais plus à quel bouquin, sur la décroissance, mais je ne me souviens plus quel bouquin c'est, et il parle, lui à nouveau, de banquiers qui lui ont dit, nous, on va envoyer nos gamins en Suède pour faire leurs études et apprendre le suédois, parce que c'est là-bas qu'on va... Donc, il y a déjà eu, quelque part, un exil de la classe dominante. Elle s'est exilée de la société. Elle s'est auto-exilée, tout en continuant à la diriger. C'est là que c'est pervers. Mais elle s'est auto-exilée de la société en construisant des ghettos qui lui appartiennent, ils ne vivent plus parmi nous, en construisant un exil fiscal
un exil salarial, parce que leurs revenus par rapport aux notes, il faut mettre un paquet de zéro derrière, et là, ce qu'ils construisent, c'est leur exil climatique. Et ça, ce que j'énonce comme ça, j'ai été frappé, moi, donc je suis allé les voir, parce que Dominique Bou en parle et Pablo Servigne en parle. Je suis allé lire les études Andy. C'est un modèle mathématique qui a été développé aux États-Unis par un truc de la NASA, et qui étudie les précédents effondrements de civilisation. Et qui montre que dans les précédents effondrements de civilisation, ce qui se produit, c'est que la classe dirigeante, elle est frappée, mais avec 1 ou 2 générations de retard. Et donc finalement, elle croit y échapper, parce qu'elle a ce temps-là supplémentaire. Donc voilà pourquoi, tout en se menant, et d'ailleurs on n'est pas sûr qu'elle s'y mène, peut-être qu'eux parviendront à survivre, mais ils pensent pouvoir échapper, et ils peuvent continuer à nous emmener droit dans le mur, même s'ils savent que c'est dans le mur. Alors je disais jusqu'ici une métaphore, qui était la métaphore du Titanic, en disant, ben voilà, en dessous de nous, il y a ceux qui sont dans les soutes. Et ils voient déjà la flotte qui rentre et ils cherchent à monter. Et on les empêche de monter. C'est évidemment les pays du Sud. Il y a nous. On est dans les cabines, mais on voit l'eau qui monte en dessous et on commence à être inquiet. Et il y a sur le pont, il y a la classe dominante qui, elle, est en train de danser au son de l'orchestre du Titanic. Et puisque tu m'as donné à lire, en devoir de vacances, le bouquin de Bruno Latour, qui s'appelle « Où atterrir ». Alors j'ai des points d'accord, des points de désaccord, enfin c'est un bouquin que je recommande. Et il reprend lui aussi la métaphore qu'il estime éculée du Titanic, mais il en fait quelque chose de quasiment encore plus radical. Pour reprendre la métaphore éculée du Titanic, les classes dirigeantes comprennent que le naufrage est assuré, s'approprient les canaux de sauvetage, demandent à l'orchestre de jouer assez longtemps des berceuses afin qu'il profite de la nuit noire pour se carapater avant que la gîte excessive alerte les autres classes. Si l'on veut un épisode éclairant qui, lui, n'a rien de métaphorique, la compagnie ExxonMobil, au début des années 90, en pleine connaissance de cause, après avoir publié d'excellents articles scientifiques sur les dangers du changement climatique, prend sur elle d'investir massivement à la fois dans l'extraction frénétique du pétrole et dans la campagne tout aussi frénétique pour soutenir l'inexistence de la menace. Ces gens-là, ceux qu'il faut bien désormais appeler les élites obscurcissantes, ont compris que s'ils voulaient survivre à leur aise, il ne leur fallait plus faire semblant, même en rêve, de partager la terre avec le reste du monde. Là est inscrite une forte conflictualité. Et on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Les élites nous dirigent. Il faut absolument qu'on reprenne la main sur le volant et qu'on appuie sur le frein. Et alors là, j'ai eu des discussions avec les jeunes pour le climat. Et d'ailleurs, j'ai rencontré un scientifique qui participe au truc sur le climat et qui me disait « Moi, je m'efforce de la plus grande neutralité. Mais quand je vais dans les écoles ou dans les lycées, et même dans les lycées polytechniques et tout ça, je suis surpris par la méconnaissance de l'histoire sociale de notre pays. C'est-à-dire des jeunes qui se disent « Mais si les gouvernants, ils ont les connaissances, il est évident qu'ils vont prendre les bonnes décisions et qu'il y aura les bonnes solutions. » Vous voyez? Et donc, lui qui me dit « Mais moi, je m'efforce à la plus grande neutralité, je ne fais que citer des rapports et tout ça. En public, je m'interdis tout débordement pour m'inscrire plutôt proche de ceci et de cela. Je me réfère au rapport du GIEC de manière obsessionnelle. » Mais là, devant les lycées, polytechniques et tout ça, je ne peux pas résister à leur dire que si vous avez des congés, vous êtes partis en congé cet été, c'est parce qu'il y a eu des luttes. Et à leur faire un récit des luttes sociales. Et il me semble, moi, que pour, c'est la deuxième partie de mon bouquin, je ne vais pas la développer, mais que pour s'orienter et avoir une écologie qui soit une écologie de combat, qui parvienne à saisir les mains du volant de nos maîtres, les volants des mains de nos maîtres, et à réorienter et à appuyer sur le frein, il est nécessaire d'encore aller voir ce qui s'est passé dans l'histoire des luttes sociales. Et à s'ancrer là-dessus, sur le fait qu'il y a toujours eu des luttes. Il y a eu un peu de violence, mais la violence n'a pas été le moteur forcément des luttes. Il y a eu, quand on me demande local ou global, je ne vais pas le faire en longueur, mais l'histoire de la sécurité sociale démontre par exemple qu'il faut à la fois des luttes locales et une pensée globale pour généraliser. Quand on me parle de bas et du haut, c'est pareil, et surtout, et c'est ce qui nous manque aujourd'hui, et je pense que c'est ce qui fait que, pour l'instant, on n'y arrive pas, c'est la jonction de classes. Moi, je crois que l'histoire des grands mouvements progressistes en France, c'est une histoire de jonction de classe. Ou jonction, friction, c'est pas un mariage, on ne s'épouse pas. Mais on a des temps où on lutte ensemble. 1789, c'est quoi? C'est le tiers-État à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire des avocats ou des propriétaires terriens.
Mais c'est le peuple à Paris qui s'est fait le 14 juillet, et c'est le peuple à la campagne qui fait la grande peur. Mais 1936, c'est quoi? C'est les intellos qui sont contre le fascisme, et c'est les peuples qui veulent les 40 heures, les congés payés. 1968, c'est un mai 68 étudiant, mais c'est aussi et en même temps un mai 68 ouvrier. Il n'y a pas de mariage, mais c'est en même temps. Et c'est ça qui donne la puissance au mouvement de mai 68 français. Après, je dis le problème de mai 68, c'est qu'on a eu la rue, mais on n'a pas eu les urnes. Après, en mai 81, autre grand moment de la gauche française, c'est la jonction dans les urnes des ouvriers qui votent à 74% pour François Mitterrand au deuxième tour de la présidentielle et des profs, voilà, les deux cœurs sociologiques de la gauche. Et le grand problème qu'on a, c'est que depuis 30 ans, il y a un divorce entre ces deux cœurs sociologiques-là. Après, on va pouvoir peut-être discuter pourquoi il y a un divorce. Moi, je crois que la mondialisation est une cause centrale de ce divorce, mais il y a un divorce et qui continue à se voir. Il faut être... Je cherche à regarder les choses dans leur vérité et non pas à peindre le fait qu'on serait dans un moment de jonction. Je crois que tout est fait pour qu'on opère la disjonction. Le pouvoir joue sur la disjonction. C'est quoi? C'est pendant le mouvement des Gilets jaunes, je crois que c'est Gabriel Attal qui passe sur RMC et qui dit mais on va tous mourir avec le réchauffement climatique et eux ils veulent qu'on ne taxe pas le gasoil. Et donc ils cherchent à opérer une division entre classes populaires qui se demandent comment survivre et marche pour le climat. Et donc nous avons une obligation, ça se voit y compris, il y a une conjonction de sondages sur 3 trucs. Sur 2005, 81% des ouvriers qui votent pour le non au traité constitutionnel européen et on a 56% des cadres qui votent pour le oui. On a le mouvement des Gilets jaunes, c'est à peu près dans les mêmes proportions. Et le rapport à l'écologie, il y a quelque chose qui est de la même nature. Donc là, il y a quelque chose à regarder vraiment très attentivement pour tout faire pour ne pas tomber dans le piège du pouvoir qui veut sans cesse opposer. Je peux donner des tas d'exemples où on tente d'opérer une jonction, mais je voudrais terminer sur, moi, le moment social qui reste le plus fort et que je voudrais vous proposer à la réflexion, qui est celui du Front populaire. Comment se passe le Front populaire ? Je pars d'une phrase d'Ambroise Croizat, donc celui qui a mis en place la sécurité sociale en 1945, et qui disait, donc, qui était ministre communiste à l'époque et qui était député communiste en 1936, et qui, avant, en 1934, a cette phrase « S'unir, plus que jamais s'unir, pour donner à la France d'autres espoirs ». Il faut savoir que l'unité, au moment du Front populaire, elle ne naît pas parce que les appareils en haut, ils se décident à le faire. D'abord, la réaction au coup d'État pré-fasciste de 1934, c'est une réaction divisée. C'est communiste d'un côté, socialiste de l'autre. Ils font des manifs séparés. Et c'est la base qui réclame unité, 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 et qui fait que le 12 février, pour la première fois, les deux cortèges se réunissent sur la place de la Nation. Mais c'est la base qui l'a réclamé. Ensuite, ça a été autorisé par Staline pour le Parti communiste, qui est même allé chercher les radicaux de gauche, c'est-à-dire une très large ouverture, et je reviens sur l'histoire de la jonction de classe. Maurice Thorez a dit, voilà, il nous faut les radicaux de gauche, parce que c'est la petite bourgeoisie progressiste, et il nous la faut avec nous. Donc, voilà. Mais, évidemment, on a un programme qui est assez mou. On a ensuite, évidemment, une victoire dans les urnes. Mais tout ça ne serait rien si derrière il n'y a pas eu un vaste mouvement populaire. Il n'y avait presque rien dans le programme. C'est le vaste mouvement populaire qui fait que derrière, c'est la rue qui fait que derrière on a les 40 heures et les congés payés. Et que les congés payés, par exemple, il n'y a qu'un seul député de droite qui s'y oppose. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui était impensable un mois auparavant pour les partis de gauche eux-mêmes, et c'est voté à l'Assemblée nationale sous la pression populaire, y compris par la droite elle-même. Évidemment, ce à quoi j'aspire, et j'ai déjà répété plusieurs fois, mais je le redis là, j'aspire à un front populaire écologique. J'aspire à un front populaire écologique qui ferait que c'est la base qui doit réclamer unité, 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 potentiellement. Pardon ? Bon, d'accord, il va falloir réclamer plus fort que ça. Parce que je ne pense pas que ça se fera tout seul au sommet. Si jamais ça se fait, ce sera parce qu'il y aura le sentiment dans le pays qu'il est temps d'aujourd'hui de s'unir, plus que jamais s'unir, pour donner à la France d'autres espoirs. Mais quand bien même il y aurait un gouvernement progressiste, écologique, populaire,
qui entrerait en fonction à Matignon et à l'Élysée. Ça ne serait rien. Ça ne serait rien si derrière il n'y a pas un vaste mouvement qui se développe dans le pays. Parce que le gars qui se retrouve à l'Élysée, il est toujours face au MEDEF, face aux journaux de Arnaud, de Drahi, de Niel, il est toujours face à la Commission européenne, il est toujours face à la Banque centrale, il se retrouve toujours face à tout ça. Si derrière, il n'y a pas le peuple qui le pousse comme un bélier, il ne fera rien, et ça ne sera pas de sa faute, ça sera de la nôtre à ce moment-là. Je vous remercie. On fait intervenir la salle ou... Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a un micro qui peut passer dans la salle. Ouais, alors bonjour. Je vais faire la première intervention et je pense que je ne vais pas être très consensuelle non plus, désolée. Donc déjà, je vais remercier David Cormand d'être venu, puisque c'est toujours pas forcément un exercice facile d'être dans une université. C'est pas toujours facile d'être dans une université d'un mouvement qui n'est pas le sien, donc merci d'être là. C'est pas toujours facile dans le mien non plus, mais... Ouais, voilà. Je précise, j'ai bien conscience que je vais parler 5 minutes et que vous avez fait ton longuement, donc j'accepte aussi l'inégalité d'échange. En fait, moi, sur l'unité d'abord, pour qu'il y ait le peuple qui pousse, en fait, j'ai un espoir. J'aimerais que cette fois-ci, ce soit direct dans le peuple. Parce qu'à un moment donné, il y en a marre aussi de se faire trahir. Et pour le dire très franchement, puisque là, vous êtes le représentant de la ville, je n'ai pas confiance dans vos gars. Et je vais dire qu'à partir, je suis désolée, je suis un peu émue, à partir de 2 exemples très précis de ma ville de Besançon, quand vous dites que vous avez accepté le mouvement des Gilets jaunes, moi, c'est pas ce que j'ai vu. J'ai vu la secrétaire régionale de ELV venir à une réunion d'Alternativa pour se plaindre du fait qu'on ait fait une jonction avec les Gilets jaunes. Ça, c'est ce que j'ai vu. De cette première fois. Le deuxième point, c'est que moi, avant d'être militante France Insoumise, je suis rentrée à la France Insoumise après, je suis avant tout une militante associative écologiste. Et je suis présidente d'une association de lutte contre l'urbanisation de 34 hectares de terres maraîchères, de zones protégées, d'espèces protégées, de zones humides, qui sont encore un endroit en cœur de ville qui sont préservés. Et il y a un projet d'urbanisation de la mairie qui en fait veut raser tout ça pour construire un lotissement alors que la ville, le logement n'est pas construit dans la ville. Pour vous dire, on a quand même bien avancé dans ces trucs, donc c'est un truc que vous connaissez tous ici, c'est tous ces projets de ville. On a quand même bien avancé puisque on a eu un avis défavorable du Conseil national de protection de la nature. On a gagné au tribunal administratif une première manche, donc les travaux sont arrêtés. Et on passe là au Conseil d'État, on est très contents, on a vu qu'il y avait une jurisprudence par, j'ai plus le nom, Tolosa chez vous, donc on a une jurisprudence favorable au Conseil d'État. Donc on espère bien pouvoir aussi gagner au Conseil d'État. Pourquoi je parle de ça? Parce que là, moi, mon problème très concrètement, c'est que dans mes adversaires politiques, j'ai ELV qui a voté pour ce projet, qui défend ça. Pourquoi? Parce que le projet des villes, c'est un écoquartier. Et ce sont mes adversaires politiques. Voilà. On va prendre comme, pour qu'il y ait de l'inégalité qui demeure, mais enfin, d'abord on fait un homme, une femme, si vous voulez bien. Et ensuite, on va prendre trois questions. Par 3 questions, il n'y aura pas d'échappatoire, mais on va répondre, mais pour qu'il y ait plusieurs personnes, d'accord? Je voulais remercier François pour son appel à l'unité. C'est vrai que lorsqu'on appelle à l'unité entre différents mouvements qui pensent que l'écologie est un noyau central qui permet à la fois de lutter contre les inégalités sociales et les inégalités environnementales, l'exploitation de l'homme et l'exploitation de la nature, est un thème qui pourrait nous réunir. Mais il y a aussi, comme vient de démontrer notre récente camarade, des thèmes qui pourraient nous diviser. Et moi, je pourrais trouver des thèmes qui pourraient me diviser avec la France Insoumise, comme ELV pourrait trouver des thèmes qui pourraient me diviser avec l'ensemble des mouvements de gauche. Nous sommes dans une période historique. Aujourd'hui, la question qui se pose, ce n'est plus la crédibilité de l'ancienne gauche, parce que, comme François vient de le dire, elle s'est décrédibilisée, elle a détourné la gauche de ses objectifs qui étaient la lutte contre le capitalisme, et elle a renvoyé le monde du travail vers la lutte de tous contre chacun. Donc, nous sommes dans une nouvelle phase autour de laquelle l'union qui peut se créer, c'est autour de la lutte contre à la fois l'exploitation de l'homme et à la fois l'exploitation de la nature, ce que certains appellent l'écologie, qui existe depuis, je pense aux références qui ont été faites à Marx
depuis le débat qu'il y a eu entre Marx et Liebig, que vous connaissez, sur l'exploitation des sols. Marx reconnaissant que le capitalisme exploitait à la fois la nature et l'homme, et que la limite de l'exploitation et des potentialités de développement des forces productives était celle de la nature et pas forcément de l'exploitation de l'homme. Donc nous sommes dans un courant de gauche écologiste, etc., historique, qui fait que peut-être le moment de s'unir est arrivé. Alors vous allez me dire, bon, on a des différences d'ego, on a des différences de sensibilité. L'exemple qui vient nous être donné, on a des différences sur le terrain, à Besançon ou ailleurs, elles sont tout à fait, c'est vrai, elles existent. Mais en même temps, nous avons demain des élections municipales, après-demain, nous aurons des régionales, des sénatoriales. Est-ce qu'on ne peut pas se poser un peu la question de se dire à la fois que nous sommes sur le terrain, que nous sommes aussi à Toulouse ici aujourd'hui, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un mouvement, aller vers une espèce d'unité? Là, vous prévoyez des manifestations vendredi, samedi ou dimanche sur les problèmes locaux. Ici à Toulouse, on vous construit une tour qui fait 100 mètres. T'as toujours le vieux mec blanc de 60 balais qui te squatte le truc. Mais il est chez nous, c'est Claude Villain. C'est un mec aussi chez nous, il s'appelle Claude Villain. François, et les écologistes avec David Cormand, pour qu'on fasse, les quelques-uns que nous sommes ici, nous sommes que quelques milliers, peut-être les uns et les autres, pour qu'on fasse un effort pour faire une action commune. Merci. Moi, je viens d'un territoire où le réchauffement climatique est accéléré x2 parce que je viens des Alpes, je suis Grenoble. Et la conséquence, on la voit très bien, parce que moi, quand j'étais petite, je voyais depuis Grenoble, on voyait la neige éternelle qu'on ne voit plus depuis plusieurs années. Par rapport à ça, c'est très visible, et par rapport au conflit d'usage, François, je suis d'accord avec toi, et qui va arriver. Parce que, par exemple, quand on a des pics de pollution, et ben, les manifestations sportives, elles ne peuvent pas avoir lieu, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est les gens qui sont pas contents. Et ça va s'accélérer. Là, cet été, bah, moi, je vais, en tant que bonne grenobloise, je fais mon marché à vélo et je vais au marché de producteurs. Et paf, pas de fraises. Bah oui, il y a eu des violents orages, une graine et la sécheresse, et j'avais pas de fraises locales. Donc, comme je n'ai pas acheté des fraises d'Espagne, bah, j'ai pas de fraises. Et ça s'accélère, et comment on arrive à mener à faire comprendre ça, et qui fait peur, parce que des fois ça fait peur aussi, parce qu'on a vécu, et on est une génération qui a vécu dans un confort de tout avoir, et aussi sur autre chose où il faut qu'on amène à réfléchir, et que c'est pas facile. Je pense que c'est une question de l'industrie. Donc on a besoin d'une industrie, et une industrie qui tend vers l'écologie et vers l'éco-socialisme. Et comment on y répond? Parce que derrière, on a les libéraux qui commencent aussi à se rendre que, ah bah oui, peut-être que le diesel ou la voiture à essence, c'est pas le modèle, mais on nous invente des nouveaux process qui sont aussi des grosses qui peuvent être des grosses arnaques, comme les véhicules hydrogène et tout ça. Donc comment on répond à ça, comment on casse ça, comment on propose des solutions aussi pour qu'on arrive tous à vivre ensemble, et sans avoir aussi cette peur anxiogène, et que aussi la question sur l'agriculture, comment on fait revivre une agriculture pour le bien de tous et de tous. On en a 3 là, vas-y David. Ok, merci beaucoup. Pardon. Merci beaucoup. Sur la première question, là pour le coup, il y a une inégalité aussi. Alors même si je suis sur scène, dans le sens que je ne connais pas bien les sujets dont vous m'avez parlé. Sur le premier, moi, c'est par rapport à la relation avec les Gilets jaunes. Je peux donner ce qu'est la position d'Europe Écologie Les Verts, et qu'on a illustré notamment par la présence d'Esther Benbassa, qui est une sénatrice écologiste, à toutes les manifestations des Gilets jaunes, et de l'expression publique, en tout cas que moi j'ai eue en tant que secrétaire national, et j'en ai parlé tout à l'heure, sur le fait que dans mon esprit, ce mouvement social est un mouvement social majeur, et tout comme d'ailleurs le mouvement contre le changement climatique, et qu'il y aura un avant et un après Gilets jaunes. Et on n'a pas du tout été dans un récit de stigmatisation de ce mouvement social, même si les écologistes dénoncent la question de la violence. C'est vraiment là qu'il faut conceptualiser. C'est quels sont nos alliés dans la société pour conduire ce changement, pour le massifier, pour qu'il ne soit pas minoritaire, pour qu'il ne soit pas marginalisé ou marginal, pour qu'il soit dominant et majoritaire. Et la question agricole est majeure, parce que c'est quoi la question agricole? C'est ce dont dépend en premier notre subsistance.
Et rien ne peut plus conscientiser les citoyennes, les citoyens, les gens, comme toute espèce animale ou d'ailleurs naturelle, c'est de quoi dépend ma subsistance. Et reprendre le pouvoir, c'est comprendre de quoi dépend ma subsistance et comment je reprends le pouvoir sur ce dont dépend ma subsistance. Ce qu'a réussi à faire la mondialisation libérale, c'est à nous détacher de ce dont dépendait notre subsistance. C'est à l'autre bout du monde. On a juste à aller dans le supermarché pour se le... Et là, cette désappropriation du contrôle sur ce dont dépend notre subsistance est une question politique fondamentale. Et pour moi, c'est une des entrées pour redonner confiance à l'action collective, redonner confiance à la possibilité qu'on peut faire autrement et qu'on peut construire voilà, un autre monde. Sur la confiance, moi je veux dire, j'ai jamais eu confiance dans un homme politique. Et je dirais, je ne me ferais pas confiance si j'étais au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que si jamais il n'y a pas une pression mise sur les élus, que je considère comme une pression positive, et s'il n'y a pas une pression qui est mise sur les élus, ils n'avancent pas parce que vous pouvez appeler ça des lobbies, vous appelez ça des forces sociales en face qui existent et qui font leur petit travail. Il y a des sondages, il y a tout ça, qui font que tout invite à l'inertie. Vous savez, moi c'est cette phrase de Roosevelt que j'ai en tête, il reçoit des progressistes, je pense que ce sont des syndicalistes et tout ça, il les reçoit et dit « Vous m'avez convaincu, maintenant faites des manifs dans la rue pour me forcer à le faire ». Et je pense que si jamais il n'y a pas ça, il n'y aura rien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des élus qui, localement, et je pense que malheureusement, on pourrait en trouver dans toutes les forces, qui se retrouvent aux responsabilités, qui trahissent leurs engagements, qui vont contre ce que penserait le parti ou contre les intérêts de la population et tout ça. C'est évident qu'on va... donc je dis sur la confiance. Ensuite, pour ce qui est de construire avec Europe Écologie Les Verts, puisque c'est de ça dont on discute, moi, j'ai été élu avec toutes les étiquettes. D'abord, je le rappelle quand même, j'ai été élu avec l'étiquette évidemment de la France Insoumise, du Parti communiste français, d'Europe Écologie Les Verts et de Ensemble. Maintenant, je me suis situé à la France Insoumise, pas par hasard non plus, parce qu'il y avait cette espèce de colonne vertébrale de classistes, quelque part, dont moi, je me sens habité. Donc, il ne s'agit pas de dire qu'on est d'accord sur tout, je pense qu'il y a des thèmes qui, en tout cas, méritent à être discutés pour peut-être dépasser les contradictions. Mais pour l'instant, il y a potentiellement contradiction. C'est du Jaurès. Hein. Mais, je veux dire, sur les questions, on vient de traverser les européennes, il est évident qu'il n'y a pas d'accord, à mon avis, entre la France Insoumise et Europe Écologie Les Verts. En tout cas, il y a des sensibilités qui sont pour le moins différentes. Sur le rapport à la mondialisation, moi, je lis le bouquin de Bruno Latour, j'ai un rapport à la mondialisation qui n'est pas celui de Bruno Latour et qui, à mon avis, pas celui de plein d'écolos. J'ai un rapport à la nation, à l'État-nation, qui est sans doute pas celui de la majorité des écolos. Bon, voilà, je dis, le rapport à question de classe, je place sans doute plus comme colonne vertébrale, mais ce n'est pas une raison pour ne pas discuter et pour ne pas essayer d'avancer ensemble quand, en revanche, où... il nous faut trouver des solutions sur des questions comme le logement, comme les transports, comme l'agriculture et aussi comme l'industrie. Je m'arrête un instant sur l'industrie. Pourquoi ? Parce que j'ai été longtemps taxé de productiviste. Et ça m'emmerdait. C'est moins le cas maintenant, mais j'étais taxé de productiviste. Pourquoi ? Parce que je me suis toujours bagarré pour les usines qui étaient condamnées à la fermeture par leurs actionnaires. Ça fait 20 ans que j'habite à Amiens en Picardie, vous ne verrez rien. J'ai vu Dioplay, j'ai vu Magneti Marelli, j'ai vu Honeywell, j'ai même vu les chips Flodor, j'ai vu Abelia, c'était du papier peint. Enfin bon, je peux vous faire une liste. Tous les ans, on a eu des plans sociaux, des manifs, des gens qui s'enchaînaient devant les grilles de la bourse. Enfin voilà, des tas de trucs comme ça. Donc, je me suis toujours battu. Alors, avec Bernard Friot, on avait imaginé à un moment qu'il fallait des tracts qui soient des espèces de tracts double face. Avec d'un côté, la lutte défensive immédiate pour les intérêts des gens, et au verso, la société vers laquelle on veut aller. Mais évidemment, alors, ceci dit, je me suis défendu parce que j'étais invité par des écolos pendant la lutte des Gouilleurs. La lutte des Gouilleurs, je vais dire d'abord que quelque part, on pourrait la considérer comme une lutte écologique, mais je vais le défendre rapidement là. Mais j'ai un point de départ
c'est que ce ne sont pas aux actionnaires de décider du sort des industries. Si on n'en veut plus, si on ne veut plus fabriquer de pneumatiques en France, parce qu'on pense que ça pollue, parce qu'on pense qu'il ne faut plus de bagnoles, parce qu'on pense qu'il faut changer moins souvent les pneumatiques et ainsi de suite, c'est une décision qui doit être prise ensemble. Et on doit l'assumer devant les salariés du secteur, et on doit regarder quels sont leurs avenirs, qu'est-ce qu'on propose, et ainsi de suite. Mais ce n'est pas aux actionnaires de décider du sort des industries et de le déguiser sous couvert d'écologie. Donc, c'est un point de départ. D'autre part, sur par exemple les Goodyear, j'ai produit un tract, malheureusement sur la fin du conflit, qui était quelque part, parce que je considère être antiproductiviste, je me dis accroissant et pas décroissant, mais je pourrais raconter pourquoi je suis contre la croissance. Je suis contre la croissance, d'abord pour des raisons sociales. C'est-à-dire que je considère qu'on ne doit pas dire aux gens « vous allez avoir davantage d'égalité quand le gâteau sera plus gros ». C'est bon, en France, le gâteau il est assez gros. Maintenant, il s'agit de le répartir. Donc moi, c'est presque d'abord pour des raisons sociales que j'ai été accroissant. En tout cas, je peux plus positionner pour la croissance. Mais j'ai produit un tract pour les Goodyear qui disait finalement, il y a une première bonne nouvelle, c'est qu'il faut moins de pneus en France. Parce qu'on les change moins souvent, il y a moins de bagnoles, et ainsi de suite. Il y a une deuxième bonne nouvelle, c'est que, compte tenu des avancées de la mécanique, il nous faut moins de salariés, moins d'heures de travail pour produire des pneus. Et le capitalisme arrive à en faire une mauvaise nouvelle, qui est qu'on va les produire en Pologne, rassembler des usines et produire en Pologne, parce que là-bas, il n'y aura pas d'impôts à payer, il n'y aura pas de contrôle de la sécurité, il y a des tas d'accidents du travail, et il n'y aura pas de contrôle de rejet, et ainsi de suite. J'ai produit un tract où je disais, moi je suis pour la diminution du nombre d'heures de travail. Comment ça se fait qu'on demande à des gens de se lever en pleine nuit, de briser leur vie de famille, de briser leur sommeil, pour aller produire des pneumatiques ou maintenant, chez Whirlpool, des sèche-linges? J'ai jamais été conservateur en disant il faut garder les choses en l'état. S'il y a besoin de moins d'heures de travail, eh bien il nous faut travailler moins. J'ai filé ce tract-là et je me demandais comment il allait être reçu par les forces CGT Goodyear, c'est quand même la CGT Chimie, c'est quand même du musclé. Il y a Evelyne qui est, je ne sais pas si elle est là, Evelyne, elle est là, Evelyne. Bon, je me souviens avoir commencé à distribuer ce tract en me demandant si j'allais me les prendre dans la tronche. Eh bien, mais oui, franchement, ça m'est déjà arrivé par exemple sur Aerolia, donc anciennement aérospatial, Airbus, j'ai distribué des tracts et FO prenait mes tracts et les foutait à la poubelle et vous les foutez à la poubelle avec. Bon, il y a des désaccords comme ça parfois. Mais je me demandais si la même mésaventure, les ouvriers ont pris les tracts, c'est un moment émouvant, et les ont distribués eux-mêmes, convaincus qu'en effet, il fallait trouver un chemin qui permette de travailler moins. Vous voyez, donc je pense que, et parce que le mouvement de départ des Goodyear, c'est quoi? C'est les salariés qui votent contre un nouveau rythme de travail qu'on leur impose en disant si c'est pas ça, on va délocaliser. Ils refusent ça. Ça peut être regardé comme une lutte écologique. C'est une lutte écologique. Nous refusons de nous soumettre à l'outil de travail. Nous voulons préserver notre vie parce qu'ils étaient en 5-8, nous voulons préserver notre vie, ainsi de suite. Et c'est sûr que moi, tous les jours, je me bagarre pour faire qu'il n'y ait pas une opposition qui apparaisse comme celle-là. Par exemple, quand j'étais à Montpellier, rencontrer Kim et Esther. Ensuite, je suis allé au quartier populaire de La Paillade, où les mamans en colère se bagarrent contre leurs logements, qui sont des passoires sanitaires, ce qui fait qu'il faisait 35 degrés, c'était un vrai sauna quand je m'y suis rendu. À l'inverse, en hiver, il fait 15 degrés, et les mômes souffrent de bronchite et bronchiolite. Et j'ai ramené les mamans de La Paillade avec Kim et Esther. Parce que finalement, ça peut être regardé comme une lutte environnementale aussi, les passoires thermiques. Bon, je peux vous faire un tas de dossiers comme ça où rapprocher le rouge et le vert est en combat. J'ai eu 3 dossiers là. Alstom, je ne vais pas les passer. Alstom, où les gars me disent finalement, nous, on a besoin de notre énergie au gaz pour passer aux énergies alternatives. Bon, mais est-ce que vous avez pris contact avec Greenpeace, FNE, FNH? Non, on n'a pas leur contact. Le train Paris-Rungis. J'arrive à la manif, il n'y a que des drapeaux rouges de la CGT. Je dis, mais est-ce que vous avez contacté FNE, FNH, Greenpeace? Non, on n'a pas leur contact. Veralia, qui est anciennement Saint-Gobain,
projet de potentiellement partir en Espagne avec du transport de verre à travers les Pyrénées, tout ça. Mais est-ce que vous avez pris contact avec Greenpeace, FNE, FNH? Non, on n'a pas leur contact. Donc je vais faire la réunion. Voilà, c'est une bagarre de montrer que ça peut fonctionner ensemble et que, en tout cas, l'industrie, si on doit aller vers d'autres industries, une transformation de l'industrie, c'est pas eux qui doivent le décider pour nous. C'est à nous de décider. Si on veut plus de lave-linge et de sèche-linge, il faut l'assumer et le dire aux salariés de Whirlpool. Mais ce n'est pas Whirlpool qui doit décider d'aller produire à nouveau en Pologne. C'est à nous d'en décider nous-mêmes de ce qu'on estime encore utile de produire dans ce pays ou de ce qu'on estime inutile de produire dans ce pays. Et enfin, dernier point sur les gilets jaunes. Il est évident que l'émergence des gilets jaunes, au départ, n'a pas fait l'objet d'un consensus à gauche. Sans vouloir me la raconter, mais j'étais parmi les premiers à dire au moins allons voir. Mais moi j'appartiens j'ai ma carte à la CGT, le secrétaire national de la CGT, pour le moins, il a une position qui n'est pas la mienne, en disant voilà, c'est dedans, il y a des fachos, donc est-ce que ce sont des fachos et tout ça? Et moi je connais un certain snobisme de la gauche, je le dis comme ça. Mais je connais un certain snobisme de la gauche, et c'est vrai que j'ai réagi d'abord à ça en disant mais d'abord on va aller voir. On ne va pas se retirer sur notre mont Aventin, on va aller voir ce qu'il y a. Et après, c'est comme du judo, c'est de regarder ce qui se dit, essayer d'accompagner, d'entendre ce qui pourrait aller dans notre sens, de lui donner de l'écho et de trouver des arguments qui font qu'on a un mouvement un peu spontané et qu'est-ce qu'il va raconter ensuite. Mais c'est évident que le premier réflexe des forces de gauche n'était pas naturellement, je suis plutôt content du point d'arrivée, le point de départ n'était pas, mais c'est vrai que quand on sort la statistique qu'aujourd'hui les Français les plus pauvres, enfin les 10% toujours, consacrent 15% de leur budget à l'énergie, alors que les plus riches en consacrent seulement 5%, il est évident que quand on passe par une élévation des taxes, qui va le ressentir et qui va plus pouvoir payer de la même manière, c'est ceux pour qui ça pèse déjà fort. Je termine là-dessus, qui va pouvoir être un point de divergence ou de discussion. C'est que, de la même manière que Marx parle de classe en soi et classe pour soi, la classe en soi, c'est telle qu'elle existe, mais elle ne sait pas qu'elle existe, et la classe pour soi, c'est elle a conscience d'exister ensemble. Je me demande aujourd'hui s'il n'y a pas des écolos en soi et des écolos pour soi et que ce n'est pas les mêmes. Ce que je veux dire, c'est que tu posais les questions de mobilité. Je vois une étude du Crédoc qui est parue en mars, que j'ai trouvée hyper intelligente, grosso modo. Aujourd'hui, ceux qui parlent le plus d'écologie, alors ça ne veut pas dire les écolos encartés, mais dans la société, ce sont ceux qui polluent le plus. Et peut-être qu'on y appartient. Moi, et donc, notamment pour des questions de rapport à la mobilité. C'est pour ça que je rebondis là-dessus, sur ton histoire de navire et d'Everest. Notamment pour des histoires de mobilité. Et qui fait qu'aujourd'hui, on a presque des écolos en soi, c'est-à-dire que ceux qui pensent le moins à l'écologie et qui peut-être voteront le moins naturellement à l'écologie, les classes populaires, sont plus vertueuses, même en n'ayant pas cette conscience-là, que les classes un peu plus privilégiées, on va dire, qui vont faire les petits gestes de l'achat local et tout ça, mais en ayant des pratiques de mobilité qui niquent leur bilan carbone, pour parler comme ça, quoi. Donc voilà, il y a à réfléchir aussi là-dessus. Oui, bonjour, Hubert de Toulouse. Il y a la question de l'unité qui est en jeu, mais je voudrais dire l'unité n'est pas au prix des questions programmatiques, à mon avis. Et je pense que c'est là-dessus qu'on aimerait entendre des choses. Par exemple, au programme de la France Insoumise, il y a la planification écologique, qui, à mon goût, n'est pas forcément mise en avant comme elle le mérite, mais qui suppose quand même beaucoup de choses. Là, je suis d'accord avec le camarade François Ruffin sur la liaison entre l'écologie et la lutte des classes. C'est pas exactement ces termes, parce qu'on veut faire de l'écologie, de la planification écologique. Alors on pourrait l'appliquer au secteur de la construction, comme c'est dans le programme, ou au secteur de l'automobile. Mais effectivement, si on commençait à planifier l'ensemble de l'industrie automobile, et pas pour continuer à faire de la voiture individuelle, mais pour pouvoir utiliser ces ressources au niveau des ressources humaines et aussi des ressources matérielles, on pourrait assurer des transports à grande échelle, des transports publics à grande échelle, pour un moindre coût écologique, largement.
Ça suppose justement le lien avec la lutte des classes, c'est que c'est pas juste s'adresser à la classe pour qu'elle vote ou qu'elle ne vote pas, c'est la lutte de la classe en tant que force consciente. Parce qu'en fait, pour pouvoir accomplir cette planification écologique sur tous les domaines, il s'agira de mobiliser des forces sociales pour ça. Et ce sont des travailleurs qui font tout dans cette société. Voilà, donc moi je demande, est-ce que justement vous êtes prêts, chez les Verts, à accepter ça? Parce que sinon, effectivement, vous avez raison, on finit comme les anciens partis sociodémocrates, socialistes, communistes, à tous défendre ou à tous s'empêtrer dans un réformisme impuissant et des promesses parlementaires qui ne peuvent pas suffire et surtout qui ne servent pas à mobiliser les forces sociales qui pourront accomplir cette transition écologique. Et pour moi, il y a un potentiel très très fort maintenant. Toutes les nouvelles générations, ils ne sont pas pour des demi-mesures ou des règles vertes dans l'abstrait. Ils sont pour des revendications politiques fortes, de changement radical de société. Et ça passe effectivement par un contrôle de la production globale et une planification écologique. Merci. Une femme. Ouais, très bien, impeccable. Bonjour, je suis militante sur Lyon depuis les élections présidentielles et j'ai beaucoup tracté dans les métros, auprès des gens et sur toutes les personnes auxquelles on s'adresse, même avec un grand sourire, la grande étiquette France Insoumise. Il y en a 3 qui vont prendre. On arrête après là, dernière réponse. Et beaucoup qui vont faire la tête et baisser les yeux avec ce qu'ils ont sur les oreilles, qui vont travailler sans sourire. Et ce qu'on observe au niveau des élections, c'est l'abstentionnisme des jeunes, c'est 70% d'abstentionnisme sur la tranche des 18-34 ans, et pour avoir milité énormément sur les élections au niveau des européennes, ça a été juste catastrophique au niveau des scores. Donc en tant que militant, il y a une grande démotivation, notamment par rapport à l'image que la métro. Ça te fait chier dans le métro? On râle, on est tout le temps contre, on est tout le temps négatif. Parce qu'on est dans les luttes en permanence. Et là, j'ai une question pour François Ruffin. Quelle image de désir, quelle captation imaginaire on peut donner de manière positive à cette jeunesse concrète par rapport aux propositions de la France Insoumise? Parce qu'on râle beaucoup, on est beaucoup dans les luttes. Alors oui, les jeunes s'intéressent beaucoup à tout ce qui est YouTube, Facebook, ils sont énormément là-dessus pour faire du blablacar, pour échanger avec les jeunes, la télé, on n'a rien à carrer, donc à la rigueur, ils n'écoutent pas BFM et c'est pas si mal. Mais comment on vient rechercher ceux qui ne vont pas voter de toute façon et qui sont ils sont sur du court terme. Le court terme, c'est leurs études, il faut qu'ils sortent de leurs études et qu'ils gagnent de quoi bouffer et payer leur loyer derrière. Donc c'est parmi les 3 leviers dont vous parliez. Comment nous, la France Insoumise et les militants, on peut être formés mieux sur de l'intelligence collective, des outils locaux pour redynamiser et donner vraiment l'envie d'un nouveau monde. Comment on fait et à quoi il ressemble et comment on fait bouger les gens pour qu'ils aillent voter. Voilà, une question concrète. Bonjour, je suis Rami Guzman de Montpellier. Je m'inscris en fait avec pas mal de choses qui ont été dites, mais en particulier lorsque François, qui est venu à Montpellier, qu'on a la pagade ensemble, d'ailleurs, je te passe le bonjour, il y a un qui t'attend. Et moi, la question que j'avais, c'était pour des comment au niveau de la stratégie populiste, parce que vous l'avez évoqué, vous avez pas donné votre avis dessus. Moi, je suis beaucoup vos réflexions, notamment dans la création d'imaginaire, on parle beaucoup de ça. Je voulais savoir quelle était votre position, vous, par rapport à la stratégie populiste, et je parle pas de la caricature qu'on en fait, je pense que vous aurez pas de souci pour ça pour vous. Et ensuite, il y a donc la question que le rapport à l'écologie peut être la revendication de la lutte des classes et même peut-être sûrement un débouché possible. Pourquoi, du coup, ça c'est une question que je pose au niveau de l'ELV, mais j'ai l'impression que vous avez quand même un discours qui sert un socle électoral qui est quand même sociologiquement, comme tu l'as dit, pas forcément privilégié, mais en tout cas pas trop impacté par les désastres néolibéraux. Et comment se fait-il que j'ai l'impression, vous avez l'impression de scléroser le rapport à l'écologie pour une certaine type de population. Nous, à Montpellier, pour les initiatives, on a lancé une initiative pour les élections municipales, qui s'appelle Nous Sommes. C'est un mouvement municipaliste
Nous, on s'inspire beaucoup de ce qui se fait à Barcelone, qu'on est très proche de la mairie là-bas. Et lorsqu'on rencontre les Verts localement, on nous dit que le manifeste est un peu trop punchy, un peu trop ci, cela. Et en fait, on a un vrai problème de lecture. Alors, moi, je pense qu'on ne pourra pas avoir un phénomène de transition de masse si jamais on ne réussit pas cette fonction entre les classes populaires et les classes moyennes. Et je pense qu'il y a un petit blocage qu'il faut lever. D'ailleurs, j'en profite, juste après vous, il y a une conférence que je co-anime sur l'écologie populaire. Donc voilà, c'est intéressant de nous voir. Merci. On va répondre et puis après, ça va se terminer. Je suis désolé pour les... Ouais, c'est triste, mais... non, parce que j'ai la chance de jouer le match retour à 16h30 à Europe Écologie Les Verts. Donc, voilà. Et puis un vrai match ce soir, j'ai compris. Plus le vrai match de foot ce soir. J'ai commencé par l'affaire de la planification écologique parce que c'est effectivement un point de débat entre nous. Et je vais vous dire pourquoi je suis sceptique sur le terme de planification. Pourquoi je suis sceptique avec ce terme de planification? D'abord, pour que ce soit clair entre nous, quand je ne reprends pas ce terme à notre compte, c'est pas parce que je l'assimile à la planification soviétique. Il y a en France une tradition planificatrice et qui a un problème, et tu parlais tout à l'heure du rapport à l'État-nation et tout ça, qui est structurellement jacobine. Et là, j'ai un premier problème avec cette notion de planification, c'est que dans l'imaginaire et dans la manière dont elle a été mise en œuvre en France, cette planification, non seulement elle est par nature, j'ai envie de dire, centralisatrice, et je pense que là, il y a un sujet par rapport à ça, dont il faudrait débattre, mais on n'a pas le temps de l'explorer, mais je pense que c'est un vrai sujet par rapport au régionalisme, par rapport aux monnaies locales, par rapport au localisme, par rapport à tous ces sujets que vous avez à l'esprit. Moi, ça m'intéresserait qu'on aille plus loin dans cette réflexion les uns avec les autres. Et le deuxième problème que j'ai avec la planification, enfin l'autre problème que j'ai, c'est qu'elle n'a jamais garanti le fait de faire obstacle au capitalisme. Je serais même tenté de vous dire que le dernier exemple de planification massive qu'il y a eu en France, qui était, pour être très caricatural, sur une base d'imaginaire gaulo-communiste, je sais, je suis un peu caricatural, mais quand même, en quoi ça a fait obstacle au capitalisme? Ça a créé des capitaines d'industrie et des entreprises qui n'ont pas forcément été des actrices, des acteurs de la résistance au capitalisme. Et je crois même que c'est une forme de porte qui permet, pour le capitalisme, qui n'aime rien tant que la massification, de s'introduire. Donc là, moi, c'est le problème que j'ai, une divergence théorique. Sur ce qu'on mettrait dans la planification, je pense que si on parlait projet, je pense qu'on arriverait à se mettre d'accord en vérité. Mais sur l'imaginaire qu'il implique, c'est autre chose. Et dernier point sur la planification, mais c'est lié aux deux premiers, la planification, par nature, c'est la technocratie. Pour planifier, il faut des gens qui font des plans, et ça, c'est la technocratie. Et je crois fondamentalement, en tout cas l'approche que j'ai de l'écologie, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de gens qui réfléchissent et qui fassent des plans. Mais le surpoids de la technocratie et son emprise sur les politiques. François parlait tout à l'heure de l'inertie quand on est un responsable, quand on est un élu face à la technostructure, c'est déterminant comme aspect. Ce sont les grands corps d'État, c'est les grandes administrations, c'est tout ça. Et donc moi, j'invite à ce qu'on réfléchisse plus avant sur l'imaginaire que soulève la question de la planification, même quand bien même elle serait écologique. Sur l'autre question, c'est drôle parce que vous avez dans les questions abordé à la fois le fait de se reconnaître dans la lutte des classes ou pas, et oui, mais c'est quoi votre rapport au populisme? Je vais vous dire, moi, j'ai fait un propos liminaire en remettant en question, l'omnipuissance marxienne sur la pensée de gauche depuis un siècle, à cause du rapport au productivisme, je l'ai dit. Mais s'il y a un truc, je pense, qu'il faut conserver de l'analyse de la société marxiste, c'est précisément la lutte des classes. Et dans mon esprit, mais il faudrait qu'on en débatte plus avant, c'est précisément parce que je reste attaché à la lutte des classes, même si je pense qu'il faut revisiter
les conflictualités de classe que je ne suis pas populiste. C'est précisément pour ça que je ne me sens pas populiste. Parce que dans mon esprit, et j'espère que je ne caricature pas, pour moi, il y a plusieurs sujets pour lesquels je ne me reconnais pas dans cet imaginaire-là. D'abord, parce que le populisme ne dit pas, au fond, c'est pourquoi faire. Le populisme, c'est une stratégie de conquête du pouvoir. Comment elle s'articule? C'est dire, c'est eux contre nous. Sauf que je pense fondamentalement que les conflictualités dans la société, y compris dans les 99% contre les 1% qui s'achètent des dachas, enfin c'est pas des dachas, mais des ranchs en Nouvelle-Zélande, ces 99%-là, il y a des conflictualités entre eux et entre elles. Et il faut les explorer, les analyser, les comprendre. Et ça, pour le coup, l'analyse marxiste de la lutte des classes, à mon avis, est insuffisante, mais au moins, est contradictoire avec ça. Deuxième élément, c'est, et t'en parlais par rapport entre les gilets jaunes et les syndicats, moi j'en ai parlé avec Martinez aussi, qui effectivement dans un premier temps, pourquoi? Parce que eux, ce qu'ils y ont perçu, c'est pas parce qu'ils n'aiment pas les gilets jaunes ou je sais pas quoi, c'est qu'ils sont attachés, et moi je crois que c'est une question importante, et c'est aussi une réserve que j'ai par rapport au populisme tel que je le comprends, peut-être que je le comprends mal, c'est la remise en question des corps intermédiaires. Et je crois fondamentalement qu'il n'y a pas de démocratie sans corps intermédiaires. Est-ce qu'il faut changer ces corps intermédiaires? Est-ce qu'il faut organiser une fluidité différente? Est-ce qu'il faut les revisiter, les réinventer? Mais je ne crois pas qu'il y a de démocratie sans corps intermédiaires. Le problème, c'est quand les corps intermédiaires prennent tout l'espace. Mais enfin, aujourd'hui, c'est pas ça ce à quoi on est confronté. L'une des difficultés qu'on a aujourd'hui, y compris pour organiser les médiations et résoudre les conflictualités dans la société, c'est que je pense qu'on est en pénurie d'un certain nombre de corps intermédiaires, quels qu'ils soient d'ailleurs. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Je pense qu'on commettrait une erreur en ne voyant dans l'émergence du mouvement des Gilets jaunes, et d'ailleurs c'est la même erreur, c'est au fond l'erreur qu'a fait Macron pour moi, c'est n'y voir qu'une menace. Alors qu'en réalité, pour moi, l'expression de ce mouvement social était plutôt une opportunité pour réinterroger plein de choses. Mais bon, sur le populisme, c'est un peu court parce que je ne vais pas faire trop long, mais c'est un vrai sujet. Il faut qu'on continue à débattre parce qu'il y a d'autres éléments. Par exemple, pour faire très vite, sur l'usage de la colère. C'est-à-dire que, bien sûr, dans l'histoire politique, la colère est un carburant qui permet de procéder à des changements de société. Mais attention, parce que c'est aussi, une matière dont on peut perdre la direction dans laquelle on arrive à l'orienter de façon positive. Et spontanément, toutes les colères ne génèrent pas de l'émancipation et le côté clair de la force en réalité. Et donc là, il y a aussi quelque chose, moi, qui m'inquiète dans la stratégie populiste. Je ne dis pas le populisme tel que l'apporte Naïfi, mais la stratégie populiste, c'est quelque chose qui m'inquiète, c'est que fondamentalement ce que je pense, c'est que la stratégie populiste de conquête du pouvoir, c'est quelque chose qui conduit au fond à nos ennemis, à savoir les FAF. C'est-à-dire que ceux qui seront chimiquement purs dans la stratégie populiste de conquête du pouvoir, à la fin, ça sera plutôt eux. Et donc là, je pense qu'il faut installer le débat et le champ de bataille idéologique et politique d'une autre façon que par la stratégie populiste. Mais tout ça, encore une fois, se discute, mais c'est plutôt l'intuition que j'ai, et c'est plutôt, y compris ce que, et je ne parle pas qu'en France, les derniers résultats électoraux en Europe tendent quand même un peu à montrer. Et donc, voilà, ce ne serait pas du luxe qu'on réexplore cette question du populisme. Alors, sur la planification, moi j'avais déjà eu un débat avec Jean Gadret, donc l'économiste, j'ai fait un petit bouquin avec lui, et c'est comment on a une planification écologique populaire. C'est-à-dire comment on fait pour pas que ça soit des nouveaux experts en costard qui décident de tout d'en haut au nom de l'écologie. Et c'est quand même, moi quand j'entends planification écologique, ma grande interrogation c'est comment elle reste populaire, comment elle reste habitée par les gens et comment c'est pas un espèce de bloc avec des nouvelles règles qui vous sont imposées, qui nous sont imposées d'en haut. Je voudrais dépasser ce truc-là et dire que je pense que au-delà de la planification, si le terme, faut voir, bon, mais c'est, moi je ne suis pas devenu député par hasard. Je suis député parce que je crois aux lois. Je crois aux règles communes qu'on se fixe et qu'on respecte. C'est ce que tu appelles l'aspect régulation.
Et je pense, voilà, qu'on appelle ça planification ou autre chose, mais qu'il y a la nécessité aujourd'hui de lois, et de lois fortes, sur le plan de l'écologie. Alors après, on l'appelle planification ou pas, mais avec une réorientation de la société, pour moi, tous les dossiers, aujourd'hui, devraient passer, non pas par Bercy, mais par le ministère de l'écologie, y compris les choses... Par exemple, prenez le programme de... Je prends un truc, juste le programme de l'éducation nationale. Pour moi, ça y est, je pars en... C'est pas grave, tant pis. Je veux dire que Jules Ferry crée l'éducation nationale dans un but, et c'est à ce moment-là qu'on met fin en vérité au travail des enfants pour de bon, c'est qu'on considère, et c'est une phrase de Ernest Renan, l'historien Ernest Renan, qui est l'historien de la Troisième République, qui dit « Nous avons perdu contre les... » C'est l'instituteur prussien qui a gagné. Nous avons perdu non pas avec les cœurs étaient bons, mais nous avons perdu avec les têtes. Donc il faut fabriquer une jeunesse qui pourra aller reconquérir l'Alsace et la Lorraine. Avec l'idée de la République derrière, hein, ils n'avaient pas la pensée de Verdun avec 1 million de morts et ainsi de suite. Mais on sait pourquoi on crée les hussards de la République à ce moment-là. Il y a une mission claire qui est confiée aux enseignants. Pour moi, dans l'après-guerre, toujours avec quand même une conception démocratique, citoyenne et puis tout ça, mais on forme aussi pour un changement dans le marché du travail, où il faut une élévation du niveau de qualification, avec la démocratisation des études et tout ça, et les enseignants ont cette mission-là. Et moi, je crois que participe aujourd'hui du malaise enseignant l'absence de clarté dans la mission. Et je veux dire qu'aujourd'hui, par exemple, quand on dit renouveler les imaginaires, je pense que le ministère de l'Éducation nationale, il doit être fortement rattaché à un ministère de l'écologie. C'est-à-dire qu'on devrait penser l'enseignement en fonction des enfants qu'on veut demain pour la planète. Comment manger, comment cultiver, enfin un certain nombre de tâches comme ça, et je pense que ça pourrait être l'un des moteurs de réinvention du métier d'enseignant et peut-être de sortie d'un mal-être qui fait qu'on ne sait plus, on le fait, le boulot est bien fait, les gens se donnent avec conviction, mais on ne sait plus pourquoi au final, parce que l'élévation du niveau de qualification pour Uber ou par Amazon, pour des boulots qui changent tout le temps, c'est pas forcément palpitant comme horizon. Enfin bon, tu voyais que je pense qu'il faut... Alors, je pense que, en fait, la question de la planification pose pour moi la question du haut et du bas. Alors, je vais être jaurétien, je suis toujours pour le dépassement des contradictions. Je pense qu'en effet, il faut à la fois qu'il y ait une pensée et des régulations d'en haut qui s'appuient sur les expériences menées en bas. La sécurité sociale, pour faire bref, 1945, c'est la généralisation des caisses de solidarité qui ont existé de manière locale, qui sont devenues des mutuelles et ainsi de suite. Donc c'est la généralisation. Aujourd'hui, si on ne veut pas juste avoir quelques petites AMAP qui se mettent côte à côte, c'est sympa, on achète nos fraises bio, tout ça, mais il faut des régulations sur l'agriculture. Sinon, on va juste être dans des petites expérimentations locales. Donc il faut cette pensée, pour moi, du dépassement d'une contradiction entre quelque chose de plus deuxième gauche, voilà, ça part d'en bas, on a des alternatives, c'est sympa, et un côté, boum, on vous impose le truc d'en haut. Je pense qu'il y a des subtilités à trouver pour se frayer un chemin qui construisent des passerelles entre les deux. L'histoire de la sécurité sociale, je ne la fais pas en long, mais vraiment, elle est très très éclairante sur comment on s'appuie sur le bas pour construire le haut. Mais, donc là, je vais plutôt rejoindre David sur... je ne veux pas dire que le terme me gêne, mais enfin, je me demande comment on met du populaire dans la planification. Mais, en revanche, sur le populisme, je ne dis pas qu'il faut en permanence utiliser le terme, parce que je veux parler tactique électorale quelque part, mais à la fois l'utilisation du terme populisme fait fuir un certain nombre de gens, et c'est pas parce qu'on utilise le terme populiste que les classes populaires viennent à nous. Donc on peut faire du populisme sans le dire. Ce qui n'est pas mon cas aujourd'hui. Mais je pense que, je veux dire, moi, les campagnes de Jean-Luc Mélenchon m'ont plu. Parce qu'il a remis de la lutte des classes avec du... Je n'entrerai pas... Alors, il y a en effet... entre un populisme... Moi, dans mon coin, le populisme a existé avant, c'était nous contre eux, mais nous,
C'était nous les Français contre eux, les étrangers. Pourquoi? Parce que, quelque part, dans les années 70, je reprends là un politiste qui s'appelle Patrick Lehine, qui est de mon coin, dans les années 70, la gauche fonctionnait de manière relativement binaire, en disant, ben voilà, il y a les patrons, il y a les ouvriers, il y a les gros, il y a les petits, il y a les actionnaires, il y a les salariés, mais qu'à partir des années 80, où on s'est retrouvé aux affaires, on s'est mis à dire, non, non, ça c'est archaïque, les choses sont plus complexes, il faut y aller avec plus de subtilité, tout ça. On a perdu les gens, ils n'ont plus rien compris au charabia qu'on racontait, et donc, dans le propos populiste, peut-être qu'il ne faut pas l'appeler comme ça et tout ça, mais il y a une certaine clarté, il y a eux, il y a nous, mais ce n'est pas eux, les étrangers contre nous, les Français, c'est eux en haut contre nous en bas, de manière vague, et sans doute qu'à l'intérieur, on peut mener des analyses de classe un peu plus subtiles, mais on comprend grosso modo. Et donc c'est vrai que moi, je pense qu'il y a eu le rétablissement d'une espèce de colonne vertébrale qui avait disparu. Et pour moi, il y a eu l'apport de ces campagnes, de ça à travers les campagnes de Jean-Luc Mélenchon. Je dis des campagnes parce que ce sont des moments où finalement les gens pensent politique à ces moments-là de manière centrale. Dans les campagnes présidentielles, la vie française, la vie politique française est organisée de cette manière-là. Et aussi avec le désir, qui n'est pas toujours une réussite, ça conduit à l'autre point, mais le désir quand même d'aller chercher les classes populaires. Il y avait une stratégie d'abandon des classes populaires de la part de la gauche. Théorisé même. Théorisé par Terra Nova, qui disait, ben voilà, le problème c'est que les classes populaires aujourd'hui, c'est un vrai truc qui va pouvoir nous faire frontière, enfin bon, les frontières sont à traverser tout ça, mais c'est la question du protectionnisme. Terra Nova dit, ben, grosso modo, on sait que les classes populaires, elles veulent du protectionnisme, nous, il n'est pas question d'avoir du protectionnisme, donc il faut construire un nouveau socle politique avec les femmes, enfin un certain nombre de trucs comme ça, mais on laisse tomber les classes populaires et on les laisse. Au Front National, c'est quasiment écrit tel quel dans le rapport de Terra Nova. Et quand il y a Florange et que le réflexe de François Hollande est de dire « perdre les ouvriers, c'est pas grave », il y a ça qui est dit. Et donc, dans le mot populisme, après on peut ne pas le dire et puis tout ça, mais il y a « nous ne laisserons pas tomber les classes populaires ». Nous ne les laisserons pas être aimantés par le Front National, nous mènerons cette bataille-là. Nous menons cette bataille-là, quand bien même on sait qu'elle est difficile, quand bien même on sait qu'elle est 100 fois perdue, mais nous la mènerons quand même. Nous n'abandonnerons pas les classes populaires, c'est un de mes credos quand même. Donc voilà, moi j'ai mené campagne sur le parking de Whirlpool pour ne pas les abandonner au Front National, et toujours en mêlant les questions écologiques, transport, des sèche-linges et lave-linge à travers l'Europe. Mais est-ce qu'on a besoin encore de sèche-linge? Peut-être qu'il faut en finir avec le sèche-linge. Et on revient à la production antérieure de lave-linge. Par ailleurs, là, il y a un projet, il y avait un jeune qui était venu avec un projet de créer un lave-linge sans obsolescence programmée. Bon, voilà, essayez de mêler la question industrielle, la question ouvrière aux questions écologiques. Et j'en viens au dernier point, il est 15h28, mais c'est la question du désir. C'est la question de... Je pense que, et là-dessus, j'ai entendu dans le propos de David, ce que je dirais aussi, et ce que Gramsci disait en milieu des années 20 en Italie, à propos de l'Italie, c'est « nous vivons un grand temps de détachement de l'idéologie dominante ». C'est quoi? C'est que concurrence, mondialisation, croissance, compétitivité, ce ne sont plus des mots qui font envie. Dans les années 80, les années fric, les années tapis, c'était on attirait les gens vers ça. C'est fini. Et ce sont au contraire des mots qui font rejet. On vit... Y compris dans les classes populaires. Y compris dans les classes populaires. Là, c'est massif. Les gilets jaunes, pour moi, sont la traduction que ça ne fait plus envie, ça. Et de la même manière, les manifestations pour le climat, même si ce n'est pas les mêmes personnes qui se trouvent rarement des deux côtés, mais il y a ça. Maintenant, et c'est tout le problème, c'est que du détachement, il nous faut construire du rattachement. Il nous faut construire un nouvel imaginaire, il nous faut produire du désir. Produire du désir. Alors moi j'ai lu le bouquin de Pablo Servigne que je recommande fortement sur l'entraide, qui est pour moi un bouquin magistral. Relocalisation, entraide à la place de concurrence. Il y a un certain nombre de thèmes comme ça qu'il faut nous efforcer de mettre sur le tapis pour reconstruire du désir, et je reviens sur ma marotte, mais du désir qui fonctionne à la fois dans la classe intermédiaire et qui fonctionne aussi dans les classes populaires. Je vous remercie en tout cas.